Et bonjour à toutes. Bonsoir. Bienvenue, bienvenue. Bonsoir Andrea, Adeline, Émilie, Laetitia, Willivine, Audrey, Émilie. Alors, ce qui est bien, c'est que là, pour l'instant, vous n'êtes pas nombreuses, donc je peux toutes vous appeler par vos prénoms. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez mettre votre micro un petit peu là, comme ça, on prend 2-3 minutes pour se dire coucou. Comment ça va la Belgique? Ça va très bien. Il fait beau? Ça va, aujourd'hui ça a été. Ouais, je pense un peu partout. Ouais. Ça va, chers collègues? Bon, alors on va commencer dans pas très longtemps parce qu'on avait dit 1h30, c'est déjà 35. Ça va arriver. C'est une vidéo qui est en replay, d'accord? Parce que il y a beaucoup d'inscrites, mais c'est des horaires à 19h30 où on n'a pas beaucoup le loisir de se connecter. Donc, on va démarrer comment? Et par Jérôme, et ensuite je vais enchaîner. Je vais vous partager, faire du partage d'écran. Ce webinaire, il a pour but de vous parler de la ménopause. Parce qu'il faut quand même prendre en compte certains paramètres. Et si vous avez regardé la synthèse que j'ai mise justement sur Zoom à ce propos, vous comprenez l'intérêt en fait de ce webinaire et d'avoir des connaissances et de se former en fait à cet état de peau particulière et à cette étape de vie particulière. Donc nous, on va tâcher de vous en dire un petit peu plus. Juste pour la synthèse, il y a 11 millions de personnes en France, hein, sans compter quelques 500 000 femmes en préménopause. Donc 83% des femmes de 50 à 54 ans sont ménopausées. Ça fait 11 millions de femmes et environ 500 000 femmes en préménopause. Il y a une enquête qui a révélé qu'une femme ménopausée sur deux a peur de vieillir. Donc, vous comprenez bien l'intérêt que vous devez avoir, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, à vous intéresser à cette étape de vie en tant que femme, peut-être déjà, et parce que notre métier nous amène à rencontrer de plus en plus de femmes dans cette tranche d'âge qui viennent à nous parce que la population vieillit. Et c'est des clientes qu'on a plus facilement de par l'âge et les possibilités financières. Et elles sont en recherche, elles sont en demande de se mieux vieillir, de passer le cap de la ménopause sans avoir cette perte de tonicité, ces changements physiologiques, d'humeur, de sommeil, de poids. Et nous, face à ça, on a plutôt intérêt à savoir de quoi on parle pour pouvoir leur proposer des solutions, des conseils, des protocoles qui vont être adaptés à cet état de peau, à ce moment de vie, qui n'est pas le même état de peau qu'une femme qui va être hors ménopause. Donc, je vous propose, après cette synthèse, de démarrer. J'aimerais prendre juste peut-être rapidement votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez justement d'avoir ces informations sur la ménopause vis-à-vis de nos métiers et de nos clientes qu'on va recevoir? Si vous êtes là, je pense que vous trouvez que c'est judicieux, mais voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à des demandes déjà que vous avez eues, ou peut-être à un moment donné, vous avez eu des demandes et vous n'avez pas su quoi dire et quoi répondre? Allez-y, prenez la parole. Oui, oui, Ludivine, je ne sais pas si je prononce bien ton prénom, mais je vois que tu as enlevé ton micro, donc vas-y, si tu veux dire quelque chose, je t'en prie. Bah, oui, c'est sûr que c'est compliqué à prendre en charge au final, hein, parce que il y a plein de choses qui se passent et puis oui, on se rend compte que quand on prend en charge comme d'habitude, ça fonctionne pas. Exactement. Donc, c'est un peu pratique, ouais. Ok. Bon, et bien alors dans ce cas, vous n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pendant que Jérôme parlera, je checkerai le chat et vice-versa. Je fais le partage d'écran tout de suite et on va démarrer. Voilà. Hop, Jérôme, je coupe mon micro, je te laisse la parole. Je te laisse te présenter, peut-être Oui, que tu te connais. oui, tout à fait. Donc, je suis Jérôme Poirot, je suis naturopathe. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis également formateur pour Médiage Formation. Et notamment, j'anime 2 formations sur la nutrition et la micronutrition, une pour la gestion du poids et une pour l'anti-âge. Et effectivement, comme tu le disais, Cécile, la ménopause, c'est quelque chose de naturel, hein, ce n'est pas une maladie, mais c'est quelque chose de naturel qui touche beaucoup de femmes en France
mais qui n'est pas forcément soit anticipé, soit bien compris, soit bien accompagné. Et on peut se retrouver avec un certain nombre de désagréments. Et c'est important, ces femmes, de pouvoir justement les faire se sentir mieux dans leur corps, mieux dans leur tête et les accompagner au mieux. Donc, c'est l'intérêt de ce webinaire de ce soir, notamment. Alors, un petit rappel, tu l'as dit Cécile, hein, ça touche plus de 11 millions de femmes en France. Globalement, qu'est-ce que c'est la ménopause? En fait, c'est l'arrêt définitif des règles. Donc, on s'en aperçoit a posteriori. On ne peut pas savoir a priori qu'on est ménopausé, même si on peut sentir des symptômes. Et c'est toute la partie préménopause, périménopause. Mais la ménopause, c'est après 1 an d'arrêt des règles. Alors, en général, c'est très familial, c'est-à-dire que pour savoir un peu vers quel âge on peut être ménopausé, ben, on peut demander à sa mère, à sa sœur, à ses tantes, voilà, aux femmes de la famille. Et en général, la ménopause est à peu près aux mêmes âges dans les femmes d'une même famille. Globalement, en France, la moyenne, c'est à peu près 50 ans. Et donc, elle est précédée par la périménopause, qui débute en moyenne vers 45 ans, vers 47 ans. Et puis, la transformation un petit peu physique, psychique, elle peut perdurer, même se prolonger pendant plusieurs années. Voilà un petit peu pour planter le décor. Donc, on peut aller regarder un petit peu plus physiologiquement qu'est-ce qui se passe, et notamment, qu'est-ce qui se passe au niveau oui, je ne sais plus si on avait mis quelque chose sur le... Ouais, bon. Au niveau hormonal, globalement, vous allez avoir petit à petit un arrêt des sécrétions d'oestrogène et de progestérone. D'abord, la progestérone qui baisse, donc ça fait un peu comme un syndrome prémenstruel qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années, puis après, les oestrogènes s'arrêtent. Et le corps va avoir du mal à s'habituer à cet arrêt des hormones féminines, progestérone, oestrogène, et ça va le déséquilibrer. C'est pour ça qu'on peut ressentir un certain nombre d'effets. Ah ben voilà, voilà, tu l'avais mis. Donc on peut ressentir un certain nombre d'effets, notamment des bouffées de chaleur, des perturbations cutanées, des sécheresses, des troubles, on va dire, psycho-émotionnels, plus de sensibilité émotionnelle. Mais ça va dépendre de chaque femme qui va le vivre différemment. Il y a des femmes qui ont beaucoup de symptômes et il y a des femmes qui n'ont pas de symptômes. Donc voilà un petit peu pour le côté physiologique de la ménopause. Et on peut retrouver après, dans les changements qu'il va y avoir chez la femme, une nouvelle répartition des graisses, par exemple, une pilosité qui apparaît qui n'était pas là avant, des choses comme ça. Donc comment on va pouvoir accompagner ça et comment vous allez pouvoir accompagner ça? C'est justement en comprenant un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du corps et en comprenant qu'avec certains leviers, dont on va parler un petit peu ce soir, vous allez pouvoir leur proposer des choses qui vont améliorer leurs sensations physiques, leurs sensations psychiques, et elles vont se sentir mieux grâce à vos accompagnements. Donc en général, on va se focaliser déjà sur le côté psycho-émotionnel, la gestion du stress, on pourrait dire. Parce que pendant la ménopause, on a cette sensibilité émotionnelle qui est accrue, et donc on peut se sentir plus facilement anxieuse, plus facilement stressée. Donc, il va falloir écouter les femmes qui viennent vous voir et qui sont en situation de ménopause ou de périménopause, et on va pouvoir les accompagner là-dessus. Et puis, on va essayer de réguler l'équilibre oestrogène-progestérone, c'est notamment pendant la préménopause, et ça permettra d'améliorer aussi la situation. On va se concentrer sur toute la partie digestive, microbiote intestinal, éventuellement inflammation digestive qu'il peut y avoir à ce moment-là, parce que ça va venir compliquer l'équilibre hormonal. Il faut savoir que le foie, par exemple, qui fait partie du système digestif, c'est le grand régulateur hormonal. Donc, si jamais il y a des perturbations digestives et hépatiques, on se retrouve avec des déséquilibres hormonaux accrus. Donc, on va aller soutenir ça, puis les organes d'élimination aussi. Petit point sur en général, la prise en charge classique médicale de la ménopause, c'est des traitements hormonaux de la ménopause ou des traitements hormonaux de substitution. C'est le dosage des hormones de synthèse que vont proposer les gynécologues ou les médecins traitants qui va changer. Donc, je te laisse passer, Cécile, au slide suivant. Ah, oui, Cécile, si tu peux passer au slide suivant. Impeccable. Donc, on va pouvoir
notamment aller accompagner les femmes en préménopause, périménopause ou ménopause de l'intérieur en complément des soins que vous pouvez faire à l'extérieur. Et là, c'est les deux leviers majeurs que sont la nutrition, donc comment elles mangent, et puis la micronutrition, comment on peut aller compléter cette alimentation au quotidien par des compléments alimentaires, par des plantes en phytothérapie, de manière à pouvoir aller rééquilibrer le fonctionnement de l'organisme, corriger d'éventuelles carences et faire en sorte que le corps ait tous les éléments, tous les micronutriments pour bien fonctionner. Donc, ça va être vraiment deux leviers qui seront à votre disposition et sur lesquels des choses relativement simples à proposer peuvent faire des grands changements au final. Voilà, donc on aura ces deux leviers. Et Cécile, je te laisse passer à la suite. Donc, si on résume un petit peu ce qu'on pourrait faire, par exemple, au niveau de l'alimentation, des choses qui vont contribuer à augmenter les déséquilibres hormonaux, augmenter les symptômes de la ménopause, qu'ils soient émotionnels ou qu'ils soient physiques, c'est par exemple tout ce qu'on va retrouver à gauche. Donc, notamment dans les formations qu'on met en place avec Cécile, on aborde ces points-là qui permettent de faire un bilan alimentaire. Mais si la personne consomme beaucoup de sucre ajouté, et ça, c'est un grand défaut je dirais, de nos sociétés occidentales, c'est qu'on a du sucre partout. Ce sucre, il va favoriser la prise de poids, il va favoriser l'inflammation, il va favoriser la baisse du fonctionnement d'un certain nombre d'organes, comme le foie, parce qu'il va y avoir de la graisse dans le foie. Et tout ça, ça va augmenter les perturbations qu'on peut retrouver naturellement lors de la ménopause. Et ce n'est pas que les sucres ajoutés, c'est aussi tous les féculents blancs. Le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc, la farine blanche, etc., qui sont des glucides purs, même si ce n'est pas du sucre blanc, le corps va considérer ça comme du sucre. On va avoir aussi les produits laitiers, surtout les produits laitiers de vache, quand ils sont consommés, je dirais, de manière très importante, qui vont venir entretenir aussi la perturbation hormonale ou l'inflammation, notamment par des mécanismes d'acidose de l'organisme. Et puis les produits ultra transformés, parce que de toute façon, ils contiennent des farines blanches souvent, ils contiennent des sucres ajoutés, etc. Et puis, on va travailler aussi sur la prise de repas, les contextes, les modes de cuisson. Et par contre, on va aller conseiller tout le contraire, c'est-à-dire des aliments qui ont un index glycémique bas, donc qui ne vont pas faire monter le taux de sucre dans le sang. On va augmenter la part des légumes, on va augmenter la part du fait maison par rapport aux produits ultra transformés, on va aller chercher les cuissons douces, des prises de repas dans des contextes qui sont plus agréables, plus calmes, plus détendus, en prenant son temps, en mastiquant, et bien sûr en s'hydratant correctement tout au long de la journée. Donc vous voyez, rien que par on va dire, ces premiers conseils alimentaires, on a déjà fait une part du chemin qui est assez importante dans l'accompagnement de la grande majorité des troubles que les femmes vont pouvoir rencontrer lors de la ménopause. Mais on peut aller encore plus loin, on peut accélérer les effets, les créer un peu plus dans le temps, si on va un petit peu plus dans l'alimentation, dans le rééquilibrage de l'alimentation, et puis si on amène des compléments alimentaires qui vont pouvoir soutenir ça. Alors, Jérôme, il y a une question dans le chat. Oui. La question est, est-ce que le miel entre également dans la liste quand tu parlais des Bien aliments sûr. sucrés? Bien sûr, tout ce qui contient du sucre, le miel, le sirop d'agave, voilà, tout ce qui va être sucré. Donc, alors c'est vrai que le miel, ce n'est pas comme du sucre blanc, mais c'est majoritairement du sucre. On va retrouver dedans du glucose, du fructose. Donc, c'est pareil. Après, le miel avec modération, ponctuellement en petites doses, ça fait partie des plaisirs gustatifs. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se restreindre, mais voilà, on mange beaucoup, beaucoup trop de sucre aujourd'hui, toutes sources confondues. Ok. Voilà, ça c'était les questions. Donc, moi, pour revenir dessus, l'accompagnement interne, pour moi, ça me semble plus que nécessaire de faire cet accompagnement interne. Pour la simple et bonne raison que ce que l'on mange quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça ne peut pas être la même chose quand on arrive justement vers ce 50 ans et vers ce stade de préménopause, ménopause, parce qu'on voit bien que
on va le digérer pas de la même manière, ça va nous profiter plus. Et puis, on voit bien que notre corps, il change. Donc, on voit bien que ce changement, cette étape de vie, ménopause, les hormones, ça change. Donc, pourquoi finalement les femmes, elles ne pensent pas à faire évoluer cette nutrition en même temps que le corps évolue, que la peau évolue et que on sent bien qu'on n'a pas les mêmes besoins et les mêmes demandes. Ça, c'est une question que je me pose. Je ne sais pas si mes collègues elles se sont interrogées et interpellées aussi là-dessus. Pourquoi on n'adapte pas un mode de vie, une alimentation au fur et à mesure que nous-mêmes, on évolue et qu'on change. Alors, du coup, Jérôme, est-ce que là-dessus, tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cet accompagnement alimentaire qui me semble Alors, tellement logique et pour autant qui échappe à beaucoup? alors oui, parce que malheureusement, l'alimentation, elle fait partie un petit peu de ce qu'on a appris culturellement, familialement. Donc, on cuisine à peu près tout au long de sa vie globalement les mêmes plats, on consomme globalement les mêmes aliments. Et ben, malheureusement, on n'apprend pas à l'école comment composer son assiette, comment bien manger. Et on a, je dirais, délégué ce savoir à la cantine scolaire, à la cantine de Ah, l'entreprise, c'est vrai. aux grandes marques de l'agroalimentaire. Et globalement, on va dire que la majorité de la population se dit, bon, ben, si c'est disponible dans mon supermarché ou dans mon magasin bio, c'est que c'est bon pour moi. Alors que ce n'est pas du tout la réalité. Hein, dans un supermarché, vous avez 80% de produits ultra transformés, donc des produits pour lesquels, si vous deviez les préparer à la maison, vous n'utiliserez mais même pas la moitié des ingrédients qui les ont mis dedans. Donc, c'est un peu par mimétisme, par matraquage publicitaire et puis par habitude sociétale, familiale, culturelle, qu'on mange de cette façon-là. Et il faut souvent des événements déclencheurs Hum. qui peuvent être une pathologie qu'on a vécue ou qu'un proche a vécu, ou une lecture, une prise de conscience, ou alors un rendez-vous chez un professionnel de la nutrition, où à un moment donné, on se dit, mais oui, bien sûr, c'est comme ça qu'il faut que je mange, mais les habitudes de vie sont difficiles à changer. Ok, alors un petit sondage, filles qui sont là. Est-ce que vous ou votre entourage proche, vous avez pris en compte ce changement de vie et fait des changements alimentaires au fur et à mesure de votre évolution et de vos étapes de vie? C'est-à-dire jeune femme, maman, et puis pour les femmes autour de vous, vos mamans, vos tantes, est-ce que vous les avez vues changer leur alimentation en arrivant vers cette préménopause, ménopause? Moi, j'aimerais bien votre info là. Donc, dans le chat, j'ai un nom déjà. Moi, personnellement, je peux le dire, je n'ai pas changé d'alimentation quand j'ai eu mon fils et ma maman qui est ménopausée. Et puis, si c'est génétique, comme tu dis, je suis dans la merde parce que maman est ménopausée depuis un petit moment et elle a les syndromes de la ménopause depuis des longues et de longues années. Et elle a encore aujourd'hui, à 65 ans, les syndromes avec les fameuses bouffées de chaleur. Donc, et elle n'a pas, malgré que je la sensibilise dessus, c'est vrai qu'elle n'a pas pensé à faire évoluer son alimentation pour se soulager. Donc, est-ce qu'il y a une partie génétique? Je crois que oui, hein, tu l'as dit tout à l'heure. Et cette alimentation, est-ce que si on décide de la changer, est-ce qu'on est sûr d'avoir une amélioration concernant nos syndromes prémenstruels, Ah, le syndrome préménopause, ménopause? alors oui, on a une quasi-certitude d'avoir des changements. Et D'accord. on peut s'en rendre compte même en dehors de la ménopause. On voit bien la différence après un repas léger qu'on prend le soir, le lendemain, la fraîcheur qu'on peut avoir, et avec un énorme repas où on a mangé 2 fois plus que prévu, où on a mangé très sucré, très gras, très déséquilibré. On va mettre du temps à récupérer. Et comme tu le disais très justement, plus on prend de l'âge, plus on met du temps à récupérer parce que on digère moins facilement et on a plus de désagréments. Donc, oui, on a une quasi-certitude de voir des améliorations sur son tonus physique, sur son tonus psychique, et ça contribue à ce que les symptômes de la ménopause, on les vive mieux et on les sente moins. Bon, Donc, d'après le sondage, en effet, il y a pas beaucoup de femmes ici présentes et dans leur entourage qui ont apporté cette modification alimentaire avec ce changement de vie, alors qu'en effet, l'exemple que tu donnes,
je mange léger le lendemain, ça va. Je mange beaucoup le lendemain, ben, c'est un peu difficile parce que la nuit est difficile. On peut aussi s'en rendre compte, je trouve, assez facilement pour celles qui font du sport. Ben, quand tu manges beaucoup, ben, l'énergie, c'est difficile parce que tu as mangé beaucoup et donc tu as du mal à le bouger. Et puis si tu manges de manière un peu plus équilibrée, ben, tu auras plus de facilité aussi dans ta course à pied. Et donc, on peut même imaginer que les sportifs, s'ils ont un suivi alimentaire assez strict, c'est parce que du coup, il y a des bienfaits par l'alimentation. Alors, tout ça, on le sait, mais le fait d'en parler, des fois, et de l'expliquer ça aux clients, ça leur permet de dire, ah bah oui, c'est pas faux, c'est des exemples de tous les jours, mais c'est tellement installé dans tous les jours qu'on n'y pense pas. Et finalement, leur faire prendre conscience que cette alimentation, eh ben, sur des grands sportifs ou voilà, des gens qui vont faire de l'endurance, ou même nous, quand on a des soirées, on voit bien à quel point ça nous impacte, eh ben, c'est hyper important. Peut-être qu'aussi certaines, vous avez pu essayer ce changement d'alimentation quand, à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que le matin, ben, vous mangiez sucré, que du coup, en journée, ça appelait le sucre, et puis que vous aviez des coups de barre. Je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui, là, je donnais une formation et il y a une des esthéticiennes qui a le visage qui est très, très rouge avec de l'acné, et en effet, elle mange, il y a beaucoup de sucre. Donc, c'est inflammatoire. Et je lui dis, bah, est-ce que tu as des coups de pompe dans la journée? Elle me dit, ah bah oui, je suis crevée. Ben, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années. Et quand j'ai changé cette alimentation pour le petit déjeuner et que j'ai commencé à manger salé, eh ben, du coup, le coup de pompe dans la journée, il a disparu. Et je fais plus de choses et je me sens beaucoup plus dynamique. Donc voilà, ça, c'est des exemples en fait que on peut complètement ouvrir à la parole, discuter avec sa clientèle pour leur expliquer la différence du ressenti, à quel point on se sent mieux dans notre corps et dans la journée quand on a une alimentation adaptée. Et donc, au moment de la ménopause, c'est un vrai chambardement, c'est un vrai chamboulement, donc l'alimentation doit bouger. Alors, est-ce que l'esthéticienne, elle a sa carte à jouer? Oui. Nous, on vient nous voir pour tout un tas de choses, et notamment les changements cutanés quand on est sur cette période pré-ménopause, ménopause. Donc, c'est bien le moment de parler de la nutrition et de la micronutrition et de commencer à conseiller. Évidemment, à un moment donné, si on est dans une impasse de par nos connaissances parce que voilà, on n'est pas des spécialistes non plus hein, de l'alimentation. Bah, le fait d'en avoir parlé, d'avoir déjà distillé les premiers conseils, les conseils facilement applicables, les compléments alimentaires. Voilà, Jérôme, pour la formation ménopause, il va vous parler justement de l'alimentation dans le concret, ce qu'on mange pas, des recettes et des compléments alimentaires. Et puis quand on va en vouloir aller au-delà, bah, rien ne vous empêche après de donner le contact justement d'un ou d'une naturopathe pour aller encore plus loin. Et quitte à faire venir quelqu'un dans votre institut pour venir donner des conseils beaucoup plus précis. Il y a de nombreuses esthéticiennes et de cordéothérapeutes qui ont même décidé de faire des modules de naturopathie. Voilà, donc c'est une corde à son arc qui est complètement cohérent à l'esthéticienne. Donc, ayez cette connaissance de la peau, et c'est moi qui vais vous en parler maintenant, mais savoir parler de la nourriture, de la micronutrition et ce qui se passe à partir de là, c'est quand même la clé, hein, la nutrition. Pour beaucoup de choses, eh bien, ça fait partie de notre métier et on se doit d'avoir un minimum de connaissances pour ça. Et je préciserai par rapport à ce qui se dit dans le chat, là, Ouais. c'est vrai que l'alimentation, c'est hyper difficile de se repérer dans c'est quoi une alimentation équilibrée, c'est quoi une alimentation saine, parce que ça change tous les 10 ans. Il y a 15 ans, on nous disait les graisses, c'est pas bon, il faut manger des sources de glucides, et on s'est aperçu aujourd'hui avec les études scientifiques que c'est complètement l'inverse. Donc voilà, ça change en fonction du vent, mais il y a des bases scientifiques très solides et quand on s'appuie dessus, on fait vraiment des choses qui sont bien. Alors, il y a un message. Est-ce qu'il n'est pas trop tard au moment de la ménopause pour adapter l'alimentation Jamais trop quand elles tard. ont mal mangé toute leur vie? Non, vraiment, quand on reprend des bons réflexes alimentaires, les résultats ne sont pas immédiats, c'est-à-dire qu'il faut quand même souvent les mettre en place pendant au moins 15 jours, 3 semaines pour en voir les premiers effets, Ah, ça même va. si, même si on peut voir des fois un soulagement physique et psychique plus rapide. Mais une fois qu'on a mis ça en place, il n'y a pas d'âge pour bien manger. C'est vraiment, vraiment important. Est-ce que dans la formation en ménopause là, du 29 septembre, tu vas nous expliquer aussi à quel point l'alimentation va avoir un effet sur le ressenti, mais sur le sommeil, sur la digestion et sur l'humeur grâce à la nutrition et la micronutrition? Eh ben oui, tout à fait. Ok. Ça touche, en fait, ça touche tous les aspects du fonctionnement du corps humain.
Ok. Donc, Bon, ouais. donc, psychique, émotionnel, moral, Mm. sommeil. Et est-ce que ça a une influence sur le plan cutané, tout ce qui va être aspect cellulite, tonicité de peau, le fait de manger adapté à la ménopause, le fait d'avoir des compléments alimentaires adaptés à la ménopause, est-ce que ça va m'aider au niveau de l'esthétique, au niveau des cheveux, au niveau des ongles, au niveau de la peau qui fait rapla-pla? Mm. Bien évidemment, je prendrai un seul exemple. Allez. Dans la qualité de la peau, son élasticité, sa bonne hydratation, on peut penser aux fibres de collagène, hein, qui sont des protéines. Si vous mangez du sucre tout le temps, vous allez avoir des réactions de Maillard dans le corps et les fibres de collagène, elles vont caraméliser. Donc, votre peau, elle va être remplie de déchets de fibres de collagène caramélisées. Elle va moins retenir l'eau, elle va être moins élastique, elle va être moins tonique. Donc, voilà. Bah, moi, j'ai envie de dire sans transition. Passons au cutané, vu que parle du collagène. Si on commence à me brancher là-dessus, on n'a pas fini. Hein. Ah, du coup, la glycation, on les finit. Hein. On était vraiment en plein dedans. Hein. Alors, au niveau de la ménopause, merci Jérôme. Et si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Le chat, c'est fait pour. Au niveau de la ménopause, hop, je vais déjà vous montrer voilà, ce schéma-là. C'est un comparatif schématique entre une peau jeune et une peau mature. Qu'est-ce que je peux voir? Eh ben, je vois que les cellules sont moins serrées les unes contre les autres, qu'il y a plus d'espace. Et ça va s'expliquer. Mais déjà, au niveau du résultat, quand je vois un état de peau comme ça, c'est ma couche cornée, c'est mon épiderme. Vous l'avez vu, l'épiderme, il y a les noyaux. La couche cornée, il n'y a plus les noyaux. On voit que les jonctions sont moins serrées. On voit qu'il y a plus d'espace. Alors, ça va vous faire penser à quoi? Ben, ça va vous faire penser à une peau qui est relâchée, à une peau justement qui va avoir une augmentation de ses PIE, les pertes insensibles en eau. Pourquoi il y a des pertes insensibles en eau? Parce que ma peau ménopausée, elle va beaucoup moins synthétiser ces fameuses lipides épidermiques. 5 ans après la ménopause avérée, on ne produit pratiquement plus de sébum. Donc mon film hydrolipidique, hein, mon vernis de protection, et ben, du coup, il en prend un sacré coup. Mais mes lipides épidermiques qui sont là pour justement retenir l'eau, hein, la barrière hydrique, elle est assurée par ces lipides épidermiques. Vous les connaissez quand on parle de céramides. D'accord? Les céramiques, pardon, et pas les céramiques, je suis dans la poterie. Du coup, c'est hyper important pour justement retenir l'eau. Et au moment de la ménopause, on produit moins ces lipides épidermiques. Donc, vous comprenez que la peau va avoir une incidence directe. Ça va être altéré. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du ressenti? Et là, vos clientes, elles vous en parlent. La peau, elle est beaucoup plus sèche. Hein, la peau des squames, la peau peut gratter. On va avoir une perte de tonicité, une sécheresse, un teint qui va être plus terne. Et ça, vous avez énormément de clientes qui viennent vous interpeller sur, oui, en effet, moi, j'ai ma peau qui est plus sèche, je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas comment gérer ça. Alors, sur le plan du coup cutané, on a une desquamation qui est moins régulière. La régénération cellulaire, les filles, elle n'est pas à 30 jours quand on est ménopausé. Hein, elle va être de l'ordre de 45 jours, 50 jours, 55 jours, jusqu'à 65 jours. Donc, une régénération cellulaire qui va ralentir, eh bien, c'est une desquamation qui est moins régulière. Mon turnover, il ralentit. On l'a dit, la synthèse des lipides, hein, qui constitue ce ciment, eh bien, du coup, là aussi, c'est freiné, il est altéré. Je vais avoir, du coup, cette fameuse peau fine, peau terne, peau desséchée, qui est plus sensible aux agressions extérieures. Les agressions extérieures, ça va être quoi? Ça va être l'UV, ça va être la pollution, ça va être le stress oxydatif. Une peau ménopausée, c'est une peau qui va être plus vite stressée, plus sensible, et donc plus sensible au moindre stress. Donc, est-ce que je dois avoir les mêmes cosmétiques? Est-ce que je dois avoir le même protocole à la maison? Est-ce que je dois avoir le même protocole chez mon esthéticienne que quand je n'étais pas ménopausée, sachant que ma peau, elle a un turnover qui est ralenti et qu'il y a même des éléments constitutifs primordiaux qu'elle ne synthétise plus ou plus en bonne quantité? Non, évidemment, je me dois, en tant que professionnel de la peau, d'amener des éléments qui vont s'adapter à cet état de peau. Alors, au niveau justement du derme, qu'est-ce qu'on sait? On sait que les fibroblastes, je vais en avoir moins en nombre. Je vais avoir une diminution du nombre, mais aussi de la taille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon fibroblaste qui me produit quoi? Collagène, acide hyaluronique,
Et je ne vous citerai pas l'élastine. Vous savez pourquoi je ne vous cite pas l'élastine? Parce qu'au moment de la ménopause, ça fait un moment que tu n'en produis plus. Mais mon fibroblast, il produit moins de collagène. Le collagène et l'acide hyaluronique, hein, c'est un duo gagnant, parce que l'acide hyaluronique dans mon derme, c'est un pro-collagène. C'est-à-dire qu'il va m'aider à la synthèse du collagène. Eh bien, j'en fabrique moins d'acide hyaluronique, moins de collagène. Moins de collagène, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir une perte de tonicité profonde, ce qui va engager la perte de tonicité qui est visible et engager des rides. Ça, c'est sur le plan physiologique. Je vais avoir une altération de la production de mélanine. Pourquoi? Parce que je vais aussi perdre des mélanocytes. Non seulement je vais perdre des mélanocytes, mais en plus de ça, ils vont moins bien produire ce pigment. Les kératinocytes qui transportent le pigment, eh ben, dans leur migration, ils ralentissent. Vu qu'ils ralentissent, la répartition de pigments ne se fait pas bien. Taches pigmentaires, les fameuses taches de vieillesse. Est-ce que la solution, à ce moment-là, quand j'ai ma cliente avec une peau ménopausée, c'est d'aller faire de l'abrasion, c'est d'aller faire des peelings sur des peelings, c'est d'aller faire des techniques de raffermissement? On pourrait tenter et se dire, ben oui, parce que si j'ai une tache, voilà, j'ai des solutions, si j'ai une perte de tonicité, j'ai des solutions. Sauf que la peau ménopausée, est-ce qu'elle a les moyens de répondre à cette stimulation que vous lui proposez? Non. Ça veut dire qu'il y a un travail en amont à faire. Et c'est en ça que, du coup, là, il vous faut être assez fine et avoir ces connaissances-là, parce que ce travail en amont, les autres collègues qui n'ont pas porté leur attention sur la peau ménopausée ne vont pas y penser. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez une cliente qui est ménopausée et qui veut de la tonicité, vous allez lui faire de la radiofréquence. Vous avez une très bonne radiofréquence, il n'y a pas de problème. Sauf que le résultat, il risque de ne pas être au rendez-vous. Pourquoi il risque de ne pas être au rendez-vous? Parce que vous venez de le lire, mes fibroblastes sont moins actifs et moins nombreux. Et la radiofréquence, elle va demander aux fibroblastes de produire du nouveau collagène. Mais est-ce que mon fibroblast, il a la capacité de répondre à cette stimulation? Non. Donc, je dois faire un travail en amont avec une autre préparation, avec des compléments alimentaires, avec des actifs cosmétiques spécifiques pour pouvoir donner de l'énergie à mon fibroblast. Et mon fibroblast qui aura repris de l'énergie, il sera en capacité de répondre à ma radiofréquence. Voilà, ça, c'est un simple exemple. Donc, la stratégie pour la femme ménopausée n'est pas la même que pour n'importe quel vieillissement. Vous devez avoir une stratégie beaucoup plus fine et beaucoup plus développée et prendre le problème vraiment en amont. Vous retrouverez cet exemple-là, je vous le dis, vous allez avoir un article sur la ménopause qui va ressortir, donc vous pourrez aussi en profiter pour refaire quelques révisions et puis avoir des informations supplémentaires. Vous l'aurez sur les réseaux sociaux, cet article. L'affaissement des tissus. Mais encore plus profondément, qu'est-ce qui va générer cet affaissement des tissus? Eh bien, la perte de densité structurelle. Il n'y a pas que le plan cutané qui va perdre en densité, mais il y a aussi les muscles, la graisse et les os. Au niveau des hormones, il faut quand même savoir qu'ils ont une incidence, et ce n'est pas Jérôme qui va du coup dire le contraire, mais ils vont avoir une importance capitale. Les hormones vont avoir cette capacité de rendre nos os plus durs, notre collagène plus fort. Et à la ménopause, qu'est-ce qui se passe justement? Ces pertes d'oestrogène, ça va altérer tout simplement les plans structurels et le plan dermique. Je ne sais pas s'il y a des questions, j'en vois dans le chat. Est-ce que du coup, il y a quelque chose pour moi avant que je continue? Hop. Les oestrogènes, il vous en a parlé, du coup, Jérôme. Il faut savoir que les oestrogènes sont importants pour l'activité mitotique de la couche basale. Les oestrogènes sont importants pour l'activité du collagène, pour ma JDE, ma jonction dermo-épidermique, pour la sécrétion hydratante et lipidique. Et ils ont une influence aussi donc, sur l'élastine. Donc, ces hormones-là qui vont baisser au fur et à mesure de l'âge, ils vont avoir une incidence directe sur les plans structurels et les plans dermiques et épidermiques. Il faut savoir qu'au moment de la ménopause,
allez, quand vous avez entre 50 et 60 ans, votre baisse d'oestrogène, c'est entre 40 et 50%. Et puis après, vous avez une baisse qui est plus importante. Peut-être que Jérôme, toi, tu as des chiffres un petit peu plus précis justement sur la baisse des oestrogènes. Donc, mon plan... Ça va Oui. ça va vraiment dépendre d'une femme à l'autre, en fait. Il n'y a pas de grande règle. La baisse, elle est progressive au départ, et puis au bout d'un moment, elle s'arrête complètement. Ok, donc... Néanmoins, petite précision, on parle des oestrogènes et de la progestérone ovarienne. Il y a toujours un peu d'oestrogène qui continue à être produit, notamment dans les tissus gras. Il y a une enzyme qui s'appelle l'aromatase et qui en produit. Dans les adipocytes. Là, les plans profonds, le derme, évidemment, ça, c'est des points qui sont importants et qui vont donner cet aspect physique de ptose. Là, je vous ai mis une slide aussi sur l'oxygénation parce que c'est un point ultra important à prendre en compte au moment justement de la préménopause et ménopause. C'est le point de départ. Une peau qui va être mal oxygénée, elle va être dénutrie et on va avoir un épiderme qui va encore plus s'affiler. Donc là, on va avoir une couche cornéenne, elle, qui va s'épaissir, alors qu'elle en a un épiderme vivant qui va du coup s'amincir. Les cellules mortes vont s'accumuler, boucher les pores. Donc, ça peut donner aussi des microkystes. On peut avoir des points noirs chez la femme ménopausée. Vous en avez peut-être déjà vu. Les capillaires de surface, ils vont se fragiliser. Le dépôt de mélanine, on en a parlé. Et au niveau du derme, on en a parlé aussi. Alors, cette oxygénation, elle est importante parce que c'est la base de tout. Et c'est ce qui va permettre à ma peau d'être protégée ou pas. L'oxygénation, les filles, c'est ce qui va me permettre d'avoir cette fameuse barrière de protection. Et si mon épiderme, il s'affine, qu'est-ce qui va pénétrer plus en profondeur? Les UV, les polluants, les allergènes. Ma peau, elle va baisser aussi au niveau de son immunité et elle sera moins dans la capacité de se défendre. Vous savez que le pH, ça a une importance capitale. Un pH qui doit être acide, normalement autour de 5 et 6. La femme ménopausée, elle va avoir un pH qui va être plus basique. Le problème avec un pH plus basique, c'est que du coup, ça va activer mes streptocoques et mes staphylocoques qui sont en surface et qui peuvent, eux, justement, me donner des problèmes comme tout ce qui est dermatose et dermatite. Beaucoup plus de coupe rose, de la rosacée et voire même de l'acné sur certaines femmes ménopausées. Pourquoi? Parce que justement, mon pH, au moment de la ménopause, il bouge. Et mes soins ne sont pas adaptés. Je continue à utiliser des produits qui sont déjà eux-mêmes basiques, qui sont eux-mêmes alcalins. Donc, je vais renforcer ce pH alcalin en surface de ma peau et je vais ne faire qu'amplifier la problématique de ces fameuses dermatoses. La microcirculation, j'en ai besoin pour la nutrition de mes cellules, que ce soit dans mon épiderme et dans mon derme, de mes fameuses annexes, d'éliminer les toxines, d'aider à la cicatrisation, à la thermorégulation. Éliminer les toxines. Jérôme, tout à l'heure, il vous a parlé de la glycation. Et la glycation, je l'ai comment? Parce que je mange. La glycation, je peux aussi, ce qu'on appelle les ROS, c'est les produits dérivés de la glycation. Qu'est-ce que c'est? C'est du stress oxydatif. Le stress oxydatif, je vais l'avoir par les éléments extérieurs, mais je risque d'avoir une double dose, non seulement par UV, pollution qui me donne du stress oxydatif, et donc des radicaux libres, mais aussi parce que ces radicaux libres qui vont abîmer mes fibres vont eux-mêmes générer de la sénescence et des radicaux libres. Ces radicaux libres, ils vont venir encore plus endommager mes cellules. Donc, au moment du vieillissement, tout ralentit, tout dégénère, mais au moment de la ménopause, ça ne peut que s'accélérer. Si moi, esthéticienne, je ne fais pas attention à mes conseils et à ce que je prodigue comme soins et comme cosmétiques, le risque, c'est d'amplifier ce phénomène de stress oxydatif, de sénescence et de participer à l'accélération du vieillissement en pensant bien faire avec des techniques et des technologies que je vais utiliser au mauvais moment. Donc voilà, cette stratégie, elle est vraiment plus qu'importante et vous voyez le stress oxydatif, par quoi il arrive et ce qu'il va générer. L'ADN de mes cellules, on prend un coup, il va être vieillissant aussi. Il existe des actifs cosmétiques qui vont aider ma cellule à avoir plus d'énergie au niveau de la mitochondrie, l'adénosine triphosphate, et qui va aussi d'autres actifs qui vont aider à réparer l'ADN. Est-ce que moi, esthéticienne, je n'aurais pas intérêt justement à mettre en place ces actifs dans mes cosmétiques pour ma cliente qui est préménopausée, ménopausée? Oui. Il me les faut, j'en ai besoin et je dois pouvoir lui conseiller et lui expliquer que tel actif, un très simple, par exemple le resveratrol qui est hyper connu, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus techniques, mais le resveratrol, lui expliquer que ce n'est pas un simple radicaux libre,
un antioxydant contre les radicaux pardon, mais que le resveratrol, il va avoir une action ultra importante pour la réparation de la cellule. Et je peux développer comme ça mon discours en lui expliquant que ben voilà, le resveratrol dans ma crème, dans mon sérum que vous allez appliquer à tel moment de la journée ou de la nuit, voilà l'action qu'il va avoir sur votre peau, dans votre ADN, dans votre cellule. Et c'est comme ça, madame, qu'on va ralentir votre vieillissement. Pourquoi ce produit, je vais le conseiller plutôt la nuit ou plutôt le matin? Est-ce que je connais le cycle circadien de ma peau de la femme ménopausée? Non. Bah, c'est bien dommage parce que du coup, il y a tout un tas de choses qu'on pourrait du coup faire, plus la nuit et le matin, justement sur ma cliente ménopausée, qui vont me permettre d'avoir des actifs, mais des actifs utilisés par ma peau au bon moment et qui vont m'aider justement à réparer cette peau, à dynamiser cette peau, à redonner de la vie à cette peau, avant d'y aller direct avec mes technologies. Donc voilà, la stratégie, eh ben, c'est le cœur de notre métier, c'est d'utiliser des actifs au bon moment de la journée, au bon moment du protocole, pour que je puisse avoir mes résultats et qu'ils se maintiennent dans le temps. Et les technologies, je suis pro-technologie, ça ne répond pas à tout dans mes protocoles sur la femme ménopausée. Alors, les composants principaux que je retrouve dans la peau et que vous connaissez, hein, bah, je peux expliquer ça à ma cliente, l'acide hyaluronique avec les années, eh bien, sa régénération diminue, sa production diminue. Est-ce que l'acide hyaluronique, vous avez 2-3 infos? À quoi il sert l'acide hyaluronique? Allez, si vous devez vous mouiller et prendre la parole ou écrire quelque chose, l'acide hyaluronique, il va servir à quoi? Bah, je vous laisse répondre pendant que je vous montre du coup le télomère. Moi, j'aimerais bien que vous me donniez 2-3 infos là dans le chat. En plus, le chat, c'est anonyme et il ne sera pas sur le replay. Donc, mettez-moi des infos sur le chat. Les télomères, est-ce que les télomères, vous connaissez? Bah, les télomères, hein, justement, chromosomes, télomères, c'est les petites antennes. Eh bien, il y a chaque division cellulaire, ils vont du coup se raccourcir. Eh bien, c'est comme si mon antenne Wi-Fi, eh ben, du coup, elle captait moins. Donc, je vais avoir du mal à capter ce webinaire, je vais avoir du mal à télécharger mes fameux films si j'ai une mauvaise connexion. Bah, les télomères, ils me permettent d'avoir une bonne connexion. Donc, les télomères, ils sont raccourcis, je capte moins bien les messages. Est-ce que j'ai des actifs cosmétiques qui peuvent m'aider à contrer ça? Oui. Est-ce que j'ai des aliments qui m'aident à contrer ça? Oui. Donc, dans mon protocole ménopause, il faut que je sois au courant justement de ces actifs-là. La communication cellulaire, moins de récepteurs, moins de connexions. Voilà, on va avoir des systèmes d'osmolyte, d'aquaporine qui sont hyper importants aussi pour notre peau ménopausée, de manière très, très, très fine et particulière. J'ai besoin d'avoir des actifs qui viennent stimuler ces éléments-là. Alors, du coup, j'en profite pour scruter le chat. Capter l'eau, hydratation, super. Ok, capter l'eau et hydratation. Merci pour vos réponses. Alors, en effet, même ta cliente, c'est ce qu'elle va te dire. Oh bah oui, l'acide hyaluronique, ça repulpe. L'acide hyaluronique, ça maintient l'hydratation. Mais l'acide hyaluronique, j'en ai surtout besoin, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour de la production de collagène. Et l'acide hyaluronique, j'en ai besoin pour avoir un bon turnover, pour avoir une bonne kératinisation. Donc, où j'en suis de mon acide hyaluronique dans ma cosmétique? Où j'en suis de mon autoproduction endogène d'acide hyaluronique par mon fibroblast? Est-ce que ma crème, mon cosmétique, va être suffisant pour m'amener cet acide hyaluronique qui est utile pour ma collagénèse et pour mon épidermogénèse? Oui, non. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai besoin d'alimentation, de compléments alimentaires? Est-ce que j'ai besoin de changer de marque? Est-ce que j'ai besoin d'aller vérifier justement l'acide hyaluronique qui est utilisé dans mon sérum et dans ma crème? Et c'est comme ça, les filles, que vous allez pouvoir placer vos produits à vous, au lieu que ma cliente, elle a acheté l'acide hyaluronique chez tel ou tel magasin ou grande surface. Parce que le vôtre, ben, vous pourrez mieux en parler. Il sera plus technique et votre discours sera plus technique. Et cet acide hyaluronique, en effet, c'est la molécule qui est la plus connue, mais elle a des objectifs, une activité et elle rentre dans la communication cellulaire, donc je ne peux pas m'en passer. Et pour autant, je la connais très très mal, moi, en tant qu'esthéticienne. Ma cliente ménopausée, elle va avoir besoin de renfort. Est-ce que ma cliente ménopausée, elle va avoir besoin de venir chez moi plus régulièrement? Oui. Parce qu'encore une fois, il y a sa peau qui produit moins bien. Donc nous, on doit être les professionnels qui sont là pour justement compléter ce que la peau fait moins bien, moins vite, voire pas du tout. Et donc, je dois être, moi, assez performante pour lui proposer
des bons soins, des bons protocoles, varier, faire ma cuisine, lui proposer des home care, des compléments alimentaires et de la nutrition toute l'année pour l'accompagner dans sa ménopause, pour qu'elle puisse avoir un vieillissement le plus ralenti possible. Ça, c'est notre job. C'est très enrichissant. On apprend plein de choses et on voit des très, très beaux résultats. Ça fait de vous, justement, une spécialiste et une femme qui est ménopausée et qui a une belle prise en charge, et ben, elle en parle à toutes ses copines. Donc, c'est un très, très joli aussi bouche à oreille. Le pH, je vous en ai parlé, il devient alcalin, manque de céramide. La microbiote, c'est ce qu'on appelle la dysbiose. C'est pour ça que j'ai, au niveau de mon immunité, des problèmes de peau. Acné, points noirs, dermatose, rougeur, coupe rose, rosacée. Ma JDE, sa fesse, on en a parlé du coup tout à l'heure. Voilà tous les éléments qui vont du coup péricliter au fur et à mesure. Et donc la ménopause, c'est lié à des facteurs intrinsèques, génétiques, endogènes et extrinsèques, non génétiques. Je vous rappelle que le vieillissement, c'est 80% lié aux facteurs exogènes. Alimentation, pollution, crème mal adaptée, protocole mal adapté, médicaments, mauvais sommeil, cycle circadien, etc., etc. Au moment de la ménopause, mes leviers d'action sont très puissants, mais voilà, ils sont restreints. Donc, je ne peux pas me permettre de faire des erreurs parce que ça va, si je fais une erreur, en gros, pour vous donner une image, je vais surconsommer ce qui me reste dans la peau de ma cliente. Et cette surconsommation de mon collagène, de mon acide hyaluronique, parce que j'ai utilisé une mauvaise technique, une mauvaise technologie au mauvais moment, et ben ma peau va avoir moins la capacité de réparer l'erreur. Et vous pouvez, et à certaines c'est arrivé, hein, j'en ai discuté avec quelques-unes des collègues, d'avoir fait certaines techniques, et ben elles ont aminci les peaux. Parce que justement, on était dans cette période de ménopause, et que voilà, c'était pas le moment d'utiliser telle ou telle technologie. Et ça peut arriver. On peut amplifier un phénomène de ptose et on peut amplifier un phénomène de tache pigmentaire. Donc voilà, on ne peut pas jouer de la même manière sur une peau ménopausée que sur une peau qui est dans un vieillissement. Quelques causes que je vous cite, et voilà, ces facteurs endogènes et exogènes vont nous amener à avoir ce vieillissement accéléré et prématuré. Sur le plan cutané, je pourrais en dire encore beaucoup plus, mais il me semble que j'ai fait un tour d'horizon, voilà, j'espère suffisant. Si vous avez des questions, moi, c'est avec plaisir que j'y réponds. Je suis toute oui, si vous voulez rallumer vos micros ou en effet les noter dans le chat comme vous êtes en train de le faire. C'est déjà complet, merci. Ça dépend du poids moléculaire. Alors ouais, ça dépend du poids moléculaire. Mais par contre, est-ce que tu sais qu'un certain poids moléculaire, ça peut être pro-inflammatoire? C'est-à-dire que l'acide hyaluronique, on sait qu'avec un certain poids moléculaire, il va plus ou moins pénétrer. Déjà, c'est de l'eau. Ma barrière, c'est des lipides. Est-ce que l'eau traverse les lipides? Non. Donc, en effet, j'ai intérêt à avoir un acide hyaluronique bien encapsulé ou avec un poids moléculaire adapté. Sauf que il y a des poids moléculaires adaptés à la pénétration, mais qui sont pro-inflammatoires. Ouais. Alors, à quel moment je le mets et à quel moment je ne le mets pas? Voilà, ça, c'est des petites nuances, en effet, qu'il faut savoir, les filles, pour que, justement, on ne soit pas responsable de l'accélération, justement, d'un état inflammatoire. Pour connaître les poids moléculaires, les filles, évidemment, vous demandez à vos marques. Vibraforce, en effet, les compléments alimentaires chez Vibraforce, ça, Jérôme, il vous en parle quand vous faites la formation nutrition et micronutrition anti-âge. Et pour la formation ménopause, qui est le 29 septembre, il y en aura une autre plus tard, soit à la fin de l'année, soit début de l'autre, une formation sur une journée. Là, c'est dédié à la ménopause. Donc, au niveau de Jérôme, il va vous parler alimentation et micronutrition, donc complément alimentaire Vibraforce, pendant la formation, avec justement vraiment ce qu'on veut dans cette formation, c'est vous donner du clé en main. Du clé en main dans les protocoles, du clé en main dans les actifs et du clé en main dans la nutrition et la micronutrition pour que vous puissiez avoir le discours le plus clair et le plus expert possible. Est-ce que tu as vu d'autres questions, Jérôme, toi qui es en train de chatter
avec les filles. Il y a des questions sur à partir de combien le poids moléculaire est trop élevé. Alors, je pense que ça concernait l'acide hyaluronique. Oui, à partir de 20. À partir de 20 et en dessous, il est pro-inflammatoire et pourtant, c'est celui qui va forcément pénétrer le plus. Voilà, ça, c'est un pro-inflammatoire. Je t'en prie. Donc, les actifs intéressants, il y en a plein. Et puis, il y en a qu'on connaît et qu'on serait tenté d'utiliser, mais il faut savoir à quel moment l'utiliser et dans quel degré. Est-ce qu'un acide hyaluronique, finalement, qui a un poids moléculaire plus important, il reste en surface? Est-ce qu'il est inintéressant? Non, il n'est pas inintéressant. Voilà, donc on pourra le conseiller, on pourra le vendre, mais avec le bon discours et les bonnes explications. L'niacinamide, c'est connu, le bacuchiol, c'est connu, la Centella asiatica, le marula, l'acmela, enfin, voilà, tous ces actifs-là, à un moment donné, c'est des plantes qui sont hyper intéressantes. Il y a tout le groupe des vitamines B, et puis il y a tous les antioxydants et les apaisants qui vont aussi m'aider à un certain moment de ma cure pour lutter contre justement ce vieillissement lié à la ménopause. Voilà, donc on a plein d'outils, on a plein d'armes, mais à un moment donné, on en a tellement que voilà, on rentre dans des protocoles et on rentre dans des schémas qui sont confortables parce qu'on les connaît, mais au moment de la ménopause et de l'après-ménopause, eh ben, ça ne fonctionne pas de la même manière. Il y a des nuances, ça peut paraître des détails, mais vous voyez qu'au niveau des résultats, eh ben, ça n'en sera pas. Et là, vous en aurez tous les bienfaits parce que vous aurez des peaux qui vont retrouver de la lumière, qui vont retrouver de l'éclat, qui vont retrouver de la tonicité. Parce que vous serez dans cette efficacité de choisir le bon ingrédient, le bon composant au bon moment et vos technologies au bon moment aussi, surtout. Voilà pour ma part. Je vais m'arrêter là pour ce webinaire. Je regarde si, du coup, hop, il y a d'autres questions. Il y a une question sur le fil de soie collagène. Alors, très bien, dans le sens où, sur le moment, on en parlait en début de semaine, avec des stagiaires qui ont fait la formation. Très contente sur le moment, moi je trouve que c'est un vrai plus. C'est-à-dire que tu vas le voir, ça va repulper. Ça ne tient pas dans le temps. D'accord? Par contre, il y a une ride qui est prononcée. Est-ce que c'est une ride d'expression ou c'est une ride d'affaissement? Hein, ça, il faut aussi savoir faire la différence. Sur des rides profondes, tu vas mettre ce fil de collagène, ça va repulper. Par contre, ce n'est pas ça qui va venir retravailler ton derme, retravailler ta JDE et retravailler ton épiderme pour que le résultat il puisse s'installer. Donc, ça peut être un très beau pansement, mais tu te dois d'avoir un protocole de fond pour venir remplacer quand ça va se résorber. Et le mieux, c'est que ta peau travaille pour venir se consolider de l'intérieur. Et c'est ça la différence. Est-ce que je travaille que sur l'extérieur et j'ai des résultats? Bien sûr, mais est-ce que je peux travailler et extérieur et intérieur? Alors, quand je dis intérieur, c'est l'intérieur avec Jérôme, nutrition et micronutrition, mais c'est aussi l'intérieur de ma peau. Est-ce que je peux donner les moyens à mon derme et à mon épiderme de travailler un peu mieux que si je le laissais tomber de par cette étape de vie de ménopause? Donc, je peux l'accompagner. Je peux accompagner mon derme, je peux accompagner mon épiderme pour qu'elle continue à travailler toutes ces couches-là de peau pour garder un maximum de densité, de fermeté et d'épaisseur. Est-ce qu'il y a une autre question? Hop. La formation... Oui, alors Adeline, bien sûr. La formation à la ménopause, je vais plus loin dans la ménopause à mon niveau, sur le plan cutané, que ce que je vous donne en cornéo. Parce qu'en cornéo, tu as vu, c'est 2 jours. Donc, voilà, c'est très concentré. Là, on fait que ça pendant 4 heures. Donc, oui, c'est beaucoup plus détaillé, absolument. Et pour la partie nutrition, évidemment, ça aussi, c'est beaucoup plus détaillé. Sur la question, je crois qu'il y avait une question sur les ultrasons. Je passais un peu ça ou pas? Les ondes de choc? Oui, les ondes de choc, on parle du corps? Si on parle d'ondes de choc, hein. On parle des graisses? On parle des adipocytes? Pour les ondes de choc? Voilà, précisez-moi juste cette info-là. Parce que les ondes de choc, c'est surtout ce qui est utilisé pour venir casser les amas graisseux. D'accord? Pour ça, c'est plutôt pour de l'amincissement. OK? Alors, très certainement que dans pas trop longtemps, je vais faire d'ailleurs un webinaire sur les technologies parce qu'on me l'a redemandé. Voilà, de parler des technologies pour vous donner un peu plus de détails.
Cela dit, j'en ai fait un il n'y a pas si longtemps que ça, et il est en replay sur la chaîne de la Skin Academy sur YouTube. Donc en cherchant, vous allez le retrouver, mais ce ne serait pas inintéressant d'en faire un, pourquoi pas. Ce serait l'occasion. Bon, bah, le mot de la fin, qu'est-ce que tu en penses du coup, Jérôme? Eh bien oui, au plaisir de vous retrouver lors de la formation ménopause ou lors des formations nutrition, micronutrition, gestion du poids, anti-âge, en tout cas de mon côté. Ah, je la mets, Mais ça sera une belle journée, cette journée ménopause, oui, tout à fait. Voilà. Donc, ce webinaire, c'était pour vous sensibiliser à ces états de peau que nous, femmes, on va rencontrer à un moment donné et nos clientes vont être de plus en plus touchées. Il y a une demande de plus en plus forte sur la prise en charge de la ménopause. Voilà. Donc, soyez bien fines, soyez expertise, soyez vraiment dans ce métier-là. On a énormément de choses à apporter à ces clientes-là parce que vous connaissez aussi les qualités de l'esthéticienne qui va être l'écoute, qui va être l'empathie, qui va être la bienveillance. La charge émotionnelle, au moment de cette période-là, elle est existante. Donc, aller voir un médecin pour avoir un traitement hormonal substitutif ou ménopausique, c'est une chose, mais l'écoute, le besoin de parler et de cette prise en charge psychique et émotionnelle, eh ben, chez l'esthéticienne, on va la trouver. On a aussi des outils pour ça. On a la Luxo pour nous aider, on a celles qui font du massage, celles qui font aussi des soins énergétiques. Le fait de parler, de proposer un message à un moment donné à une femme qui n'est pas bien parce qu'elle vit mal sa ménopause, c'est aussi le cœur de notre métier. Donc, être dans l'expertise, mais aussi dans la bienveillance, dans l'écoute active, comme on sait le faire, nous, les esthéticiennes, eh ben, c'est un vrai, vrai plus à apporter à cette clientèle-là qui est désireuse d'en savoir plus, d'être bien conseillée et simplement des fois d'avoir une écoute active sur le mal-être qu'elle ressent à ce moment-là, parce que tu as chaud, parce que tu as froid, parce que tu dors mal, parce que tu es irrité et que tu comprends pas pourquoi du coup tu deviens autant irrité et que du coup ce qui t'énerve pas t'énerve. Et du coup, vu que tu as été formé par Jérôme, tu sais qu'avec certains compléments alimentaires, tu vas pouvoir la soulager aussi sur cet état psychique. Exactement. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci à vous toutes d'avoir été là pour ce webinaire. Je vous fais des bisous. Si vous avez des questions, il y a tous les réseaux sociaux pour pouvoir venir nous les poser. Oui, il y aura d'autres dates, absolument. Celle du 29, elle est complète. Moi, je pense qu'un certain nombre, on est pas mal. D'ici la fin de l'année, peut-être que ça va être difficile d'en mettre une. Je vais voir, je vais essayer d'en proposer une. Je vais voir avec Jérôme. Sinon, ce sera sur le premier trimestre 2023. Voilà. Mais en tout cas, ce sera sur le site internet de la Skin Academy et puis ce sera aussi sur les réseaux sociaux. OK? Merci à tous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Très bonne soirée. Et puis, à plus pour d'autres événements parce que regardez sur les réseaux, il y a plein de webinaires qui sont prévus. Donc, il y en a un qui va être génial début octobre avec Valérie de chez PH Formula. Pour celles qui ne connaissent pas et puis pour celles qui connaissent, je vous invite à y assister parce qu'on va vraiment se faire plaisir aussi dans ce webinaire spécial peau et spécial prise en charge avec les produits PH Formula. Merci à toi, Jérôme, d'être au rendez-vous comme d'habitude et pour toutes ces connaissances que tu nous transmets avec toujours autant de passion. C'est un plaisir. Be expertes, travaillez bien, passez une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. À toutes!